BFM Business, l'émission qui donne envie d'entreprendre, l'entreprise BFM avec les éco-entrepreneurs. Philippe Bloch et Arnaud Le Gall. Allez, on poursuit avec Entreprise et Capital. Vous le savez, notre rendez-vous avec des entrepreneurs et des investisseurs. Et on aime bien démarrer cette émission, bien sûr, avec les news de la semaine. BFM Business, l'entreprise BFM. Entreprise et Capital. Et c'est bien sûr avec vous, Aïcha Missi, c'est news de la semaine. Et on attaque avec Convargo, plutôt quelques semaines après Convargo, c'est Shipeo qui lève des fonds. C'est ça. Tout ça en haut. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que c'est ? Shipeo, c'est une autre start-up qui associe Digital et Free-Routier, donc qui vient de lever 10 millions d'euros. La start-up permet aux grands distributeurs d'avoir une visibilité sur leur transport routier de marchandises et d'informer proactivement leurs clients B2B. L'objectif étant d'améliorer le service client en cas de retard ou de problème pendant le fret. Cette levée de fonds est menée donc par Partech Venture et Opium Venture, qui est l'actionnaire historique de Shipeo. Alors c'est toujours ma question rituelle et un peu curieuse. Qu'est-ce qu'on fait avec 10 millions ? Quels sont les objectifs avec cet argent ? On triple la base client en France, sachant qu'aujourd'hui Shipeo travaille avec 120 entreprises françaises, mais surtout continuer à s'ouvrir à l'international en s'attaquant au marché allemand à horizon 2018. Dernier point, la start-up devrait doubler ses effectifs pour passer de 40 à 80 collaborateurs à horizon 2019. Et alors après les cookies sur les sites web et les cookies dans les boulangeries américaines, le cookie vocal avec Allomedia, de quoi s'agit-il ? Alors Allomedia a finalisé une nouvelle levée de fonds de 8 millions d'euros réalisée auprès de Red River West et Serena Data Venture, donc deuxième levée de fonds pour la start-up française qui a inventé, vous l'avez dit, le concept de cookie vocal. Kesako, le cookie vocal. C'est très sympa tout ça, mais c'est quoi ? Vous n'avez pas répondu à ma question, c'est quoi le cookie vocal ? Eh bien, j'ai demandé à Romain Sabarino, qui est le patron d'Allomedia, qui est parti d'un postulat. 90% des conversations téléphoniques entre un individu et son service client s'évaporent. C'est là où Allomedia intervient. Concrètement, la nouvelle technologie va venir analyser en temps réel la conversation téléphonique entre le client et son interlocuteur. Ça va permettre à l'entreprise d'analyser en direct et en intégralité l'expérience client sur la plateforme, et ainsi adapter les actions et les offres en fonction de ce que dira le client. Cette nouvelle levée de fonds devrait aussi permettre à la start-up de renforcer ses effectifs en R&D, mais également de s'ouvrir à de nouveaux marchés en s'attaquant au Royaume-Uni et au marché US à horizon 2020. Ça sent encore une percée de l'intelligence artificielle, tout ça. Alors, on termine avec OnePark, qui vient, quant à elle, de lever 12 millions d'euros, toujours de 12 millions d'euros. Gros chiffre également. C'est ça. Arnaud, vous qui êtes un féru, un fou de voitures, est-ce que vous connaissez OnePark ? J'en ai entendu parler, effectivement. C'est une solution diablement intéressante. Diablement, absolument. C'est un peu le booking.com du parking. C'est une plateforme de réservation donc, de places de parking en ligne qui vous permet de trouver une place parmi 850 parkings en ligne en France, en Espagne, au Benelux et en Suisse. Arnaud, finit donc la galère, les embouteillages, les klaxons et les insultes. Là, vous le ravissez, là, devant parce que une c'est son quotidien, si vous saviez, ma chérie. Devant une pauvre place de parking parisien. Que vous disputez avec 139 autres automobilistes. Et c'est fini. À cet exercice. C'est fini tout ça, c'est fini. C'est le très français, toujours énervé, mal élevé, vous êtes de mauvaise humeur au volant. OnePark arrive, donc la start-up a annoncé avoir levé 12 millions d'euros auprès de Keolis. Cette levée de fonds va permettre à OnePark de renforcer sa position dominante en France et de s'imposer comme la plateforme leader en Europe. Merci Aïcha Missi, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos de la semaine. Tout de suite, un premier couple entrepreneur-investisseur. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Arnaud, encore une superbe entreprise qui n'arrête pas de cartonner. Vous allez avoir des croissances de dingue. Jérôme Dor, président de Cogépar, accompagné de son investisseur, Éric Rey, associé gérant d'Omnes Capital. Alors, notre premier binôme, il est constitué côté entrepreneur du dirigeant d'une ETI spécialisée dans ce que l'on appelle le transport de précision. Entendez la livraison de pièces de rechange pour des réparateurs automobiles, d'équipements pour les entreprises, d'électroménager, ou aussi, je crois, de produits alimentaires pour les particuliers. Exactement. Une société créée il y a un peu plus de 30 ans à Marseille et qui depuis s'est étendue nationalement via un réseau d'une soixantaine d'agences, si mes informations sont toujours à jour. Avec des entreprises comme les vôtres, ça bouge très très vite. Et il y a de cela quelques années, notre entrepreneur se posait des questions sur son capital. Je crois que c'était entre autres après avoir été approché par un de vos concurrents. Il en a parlé à des interlocuteurs du monde financier et finalement, il a trouvé les interlocuteurs, les partenaires qu'il lui fallait du côté d'Omnes Capital. Alors, Omnes Capital, c'était au départ une filiale du Crédit Agricole, mais qui a été rachetée il y a quelques années par 9 de ses cadres dirigeants, d'où une culture entrepreneuriale qui, d'après ce que j'ai pu savoir, n'est pas sans lien avec la manière dont le FIT s'est créé entre vous. Les montants gérés par Omnes s'élèvent à 4 milliards d'euros et ses priorités d'investissement, ce sont
sont les activités de LBO et de capital développement, mais nos investisseurs s'intéressent aussi, je crois, au savoir, aux énergies renouvelables et aux startups innovantes. Donc, une palette qui ne cesse de s'élargir. Merci Arnaud. On va peut-être démarrer rapidement avec Jérôme Dor, l'entrepreneur, c'est notre tradition. Il y a vraiment eu un avant et un après l'arrivée d'Omnes en termes de croissance, parce qu'il y a eu 2 étapes quand même dans votre belle aventure. Est-ce qu'on peut raconter vraiment à quel moment ça a accéléré et comment vous vous êtes rencontrés? L'entreprise a toujours été en croissance, parce qu'elle est partie de toute façon d'une page blanche il y a 30 ans, 86, et elle n'a cessé année après année de progresser. Mais il est vrai que depuis 3 ans, donc l'entrée au capital d'Omnes, cette accélération, cette croissance s'est accélérée considérablement, puisqu'on a quasiment triplé notre chiffre d'affaires. C'est ça, avec des croissances de 50%, quasiment annuelles en ce moment. Oui. Et vous avez choisi Omnes, je crois, parce que, en tout cas c'est ce que nos informations, c'est qu'elle avait ou ils avaient un ADN entrepreneurial. Est-ce que c'est le cas? C'est pas le cas de tous les fonds? Comment est-ce que vous avez repéré? Vous en avez vu beaucoup avant de tomber sur cet ADN-là qui vous séduisait? Alors donc j'en ai vu très peu, parce qu'en fait ce chemin s'est fait un peu par hasard. Et j'en ai vu 4. Mais effectivement, chez Omnes, j'ai trouvé une vraie âme d'entrepreneur. Que ce soit effectivement l'ensemble des associés de l'équipe ou leur président, avait cette âme qui, pour moi, était quelque chose d'important, parce que je recherchais avant tout un associé, plus qu'un financier. Comment s'est fait la rencontre, Éric Rey? Vous les aviez repérés? Ils étaient dans votre radar ou pas? Et ils étaient 3 en face de vous, a priori, pour les séduire. Donc comment vous y êtes-vous pris? Non, on est arrivé plutôt en retard sur le dossier, pour être tout à fait honnête. Alors, non pas parce qu'on est parisien et qu'on bout de Marseille. Parce que il est très fier d'être de Marseille, attention. J'ai fait une partie de mes études. On en a parlé hors studio. Voilà, non, mais on a une vocation nationale. Et puis Marseille est une ville chère à mon cœur. Je disais, j'ai fait une partie de mes études. Mais néanmoins, non, on est arrivé en retard, mais ça n'a pas eu de conséquences finalement, puisqu'on a bouclé le deal. Je crois que Jérôme a travaillé avec des conseils qui lui étaient proches, des banquiers proches, etc., où effectivement les solutions ont été peut-être recherchées localement, à l'exception de notre parisien, si je me souviens bien. Et on est arrivé dans ce deal, et ce qui nous a séduit, alors, et là je reviens un petit peu au parcours d'Omnes où l'ADN que l'on a un peu, c'est que notre volonté chez Omnes, c'est de backer les entrepreneurs. Donc je fais une distinction entre dirigeants et entrepreneurs. On peut être un grand dirigeant d'entreprise et ne pas être un entrepreneur. Voilà, donc nous, notre vocation... Quand on dit backer dans votre esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire les accompagner, ça veut dire investir à leur côté et essayer de faire accélérer leur entreprise. C'est-à-dire que finalement, la rencontre avec Jérôme, ça a été de découvrir ce secteur, de voir le potentiel de ce secteur, qui croît, comme vous le disiez, sous l'effet commerce électronique, etc., notamment, mais pas que. C'est-à-dire que la logistique de précision, c'est les entreprises après la crise, ont dû aussi travailler sur leur BFR, sur du juste à temps, de façon beaucoup plus, je dirais, importante que par le passé. Donc c'est quelque chose qui nous plaisait sur le secteur, et on a trouvé en Jérôme, et le parcours plaidé pour lui, ou en tout cas il n'a pas, comme il est parti d'une feuille blanche il y a 30 ans, voilà, donc c'était vraiment cette volonté de développer ensemble l'entreprise qui nous a plu. Donc je pense que le message qu'on a envoyé très fort à Jérôme, c'est effectivement cette volonté, et de pas trop se poser de questions, en tout cas, une fois qu'on avait compris le secteur et fité avec le bonhomme, qui sont 2 éléments importants. Enfin, il fallait accélérer. Fallait accélérer. Voilà. Arnaud? On a compris effectivement la manière dont la rencontre s'était opérée. On vous avait rappelé à plusieurs reprises le potentiel de ce secteur, de ce métier quand même très, très spécifique. C'est aussi un secteur extrêmement concurrentiel, où il y a une vraie pression, et sur la qualité du service, et sur les délais, et sur la structure de coûts et la profitabilité des entreprises. Donc il faut se battre. Comment est-ce que vous envisagez, ensemble, puisqu'on a bien compris que vous fonctionnez avec une relation assez étroite, comment est-ce que vous envisagez de cultiver un facteur de différenciation qui permette de rester ou d'être encore plus un leader dans un univers où, encore une fois, il y a beaucoup de monde? Jérôme Dor, peut-être? Effectivement, c'est un secteur qui est très concurrentiel et qui est de plus en plus. On a un certain nombre d'outils, on ne pourra pas tous... évidemment, les révéler aujourd'hui, d'abord parce qu'ils sont très nombreux, et ensuite qu'un certain nombre sont encore dans les tiroirs en attente du bon moment. On a historiquement, et c'est un peu pour ça que, si vous voulez, notre baseline est transport de précision, la volonté
de faire un service extrêmement pointu, qui est accompagné par des tas d'outils de tracking, si vous voulez, qui vont permettre de bout en bout d'avoir la certitude que le colis qui nous est remis par notre client arrive à bon port, au bon moment, évidemment dans de très bonnes conditions, avec, si besoin, enfin c'est d'ailleurs nécessaire, un comportement de la part de notre collaborateur qui est tout à fait en adéquation avec la promesse qui a été faite. Voilà. J'évoquais le maillage du territoire. Vous avez une 60aine d'agences. Vous souhaitez développer cet aspect encore, puisqu'on voit très bien que là, la qualité du service, ça passe aussi par la proximité. Exactement. On a 66 agences. Oui, on continue à progresser. Il faut savoir qu'historiquement, l'entreprise était surtout développée en province, très peu à Paris. C'est vrai que depuis, effectivement, 2015, qu'on a accéléré notre croissance en région parisienne. C'est une des forces de l'entreprise. C'est très présent en province, y compris dans des coins très retirés. Je suis demain dans les Pyrénées, vous voyez. Donc, voilà, pour accroître encore notre déploiement sur cette zone-là. Je crois, Jérôme Dor, que vous avez dit que le fait de faire entrer un investisseur, ça avait un côté désinhibant, parce qu'en fait, un entretien que vous avez eu antérieur à cette émission, et Eric aurait ouvert des pistes de territoire sur lesquelles vous ne seriez pas allé. Eric, vous aviez ressenti ça ou pas? Est-ce que c'est aussi le job de l'investisseur? Je pense que c'est le job de l'investisseur, effectivement. Donc après, bon, je ne sais pas si ça a désinhibé Jérôme, mais... c'est le mot qu'il avait employé. Oui, non, peut-être, effectivement, mais tant mieux. Mais effectivement, on est là à la fois pour challenger et rassurer. Enfin, il y a ce double... on ne peut pas se développer sans prendre de risques. Vous évoquiez tout à l'heure le niveau très fort de compétition, et je pense qu'on aime ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, nous, investisseurs qui avons besoin de performance et de croissance, de dire si on refuse la compétition, il faut aller faire autre chose. Et Jérôme, en tant qu'entrepreneur, a démontré qu'il aimait ça. Et si on veut se différencier, il ne faut pas avoir peur de la compétition. Au contraire, c'est un facteur de différenciation important qui nous oblige à être performants. Donc après, pour revenir à des inhibitions de Jérôme, bon, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, nous, on a été, je dirais, rassurants sous l'angle... n'ayons pas peur de nous développer. Ce que tu as fait en croissance externe, aujourd'hui, on peut le faire de plus en plus en croissance externe parce qu'on est là pour apporter des capitaux, là où un entrepreneur à titre... qui détient 100% de son capital, joue le tapis à chaque fois. Donc je pense que c'est peut-être effectivement ce côté-là qui peut être rassurant en disant j'ai un partenaire qui partage une partie de mes risques. Voilà. Très rapidement, il nous reste 30 secondes. Juste également, Eric, est-ce que le fait que vous soyez, vous, associé, actionnaire d'Omnes, c'est aussi qui vous donne une culture plus entrepreneuriale peut-être que d'autres fonds? J'ai l'impression, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le disiez, nous sommes devenus indépendants en 2012. On était dans un groupe bancaire, Crédit Agricole. 2012, on a racheté, donc avec 8 autres de mes associés, la société et notre président. Et donc, on passe de l'univers de captivité à l'univers de liberté et d'indépendance. Oui, avec tous les risques que ça peut comporter. Bien sûr, mais risque d'entrepreneur. Et absolument. Et donc, je pense effectivement que ça nous oblige à avoir cet état d'esprit. Merci de cette belle aventure. Je rappelle, Jérôme Dor, que vous êtes le président de Cogépart. Éric Rey, que vous êtes associé gérant d'Omnes Capital. Tout de suite, un demi-couple d'entrepreneurs investisseurs, vous allez voir. BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Deuxième histoire d'entrepreneur investisseur, je disais un demi-couple, c'est pas un demi-couple, simplement malheureusement notre entrepreneur pour des problèmes d'avion n'a pas pu nous rejoindre, c'est parfois l'insularité corse qui rend que les voyages un peu compliqués, Arnaud, puisqu'on reçoit des Corses, et c'est rare dans cette émission en tout cas, qui promeuvent le business et l'activité en Corse. On a en tout cas le grand plaisir d'avoir avec nous Giancarlo Simeoni, il est en fait le gérant de Femukui Ventures, et vous avez quand même nous dire un mot de Philippe Riera qui nous regardera à la télé et à la radio, qui est quant à lui le président de Gloria Maris et qui devait être avec nous aujourd'hui. Alors au cœur de notre second binôme, il y a une entreprise qui est une vraie pépite française dans le domaine de l'aquaculture, avec un positionnement de niche à forte valeur ajoutée, puisque Gloria Maris s'est spécialisée sur des espèces comme le bar, la dorade, le maigre ou encore le turbo. Le turbo dont il assure, je crois, 80% de la production française. Et l'entreprise possède même l'une des 3 seules écloseries de cette espèce de poisson en Europe. C'est une entreprise qui a été créée il y a 25 ans en Corse,
Corse, vous le rappeliez, avec très peu de fonds propres, dans un métier très capitalistique, et qui a traversé des aléas, parfois des aléas de marché, qui a ensuite voulu conforter sa place de leader. Et il lui a fallu trouver des partenaires. Et ces partenaires, elle les a trouvés du côté de Femukui, qui a justement pour raison d'être d'aider les entrepreneurs de l'île peut-être à aller au bout de leurs ambitions. C'est un projet citoyen autant qu'économique qui a démarré, je crois, sous la forme d'une association et qui est devenue une société de capital risque dans un premier temps par un appel public à l'épargne et qui a donc créé par un spin-off Femukui Ventures dont nous accueillons aujourd'hui le représentant pour aider, dont le but est d'aider peut-être en particulier les entrepreneurs corses à se projeter au-delà de l'île et notamment en utilisant le levier des fonds d'investissement de proximité. Les FIP, c'est quelque chose dont vous êtes en train de devenir des experts. Vous en êtes à votre deuxième. Femukui Ventures gère, je crois, 20 millions d'euros aujourd'hui et se donne pour objectif de multiplier par 6 en 3 ans l'offre de capitaux pour les PME corses. Merci Arnaud. Bonjour Yann-Carlo Simeoni. Bonjour. On va bien sûr parler tout à l'heure ensemble de Philippe Freire et de Gloria Maris, mais parlez-nous de vous d'abord et de Femukui Ventures en fait, puisque c'est ce qui est arrivé en 2016 par rapport à une aventure beaucoup plus ancienne qui était celle de Femukui. C'est né comment cette deuxième activité avec Ventures en fait? Alors en fait, je représente une équipe qui était d'abord Femukui, au sens société anonyme historique, on dira. Voilà, 2092, voilà, créée en 1992. Très ancienne. Et démarré avec très peu d'argent, 3 millions de francs avec 900 souscripteurs. Et l'appel public à l'épargne, c'est cette dimension-là qui est importante. Il y a un ancrage territorial qui est aussi un ancrage citoyen. C'est né comme ça, c'est pas des financiers qui ont créé Femukui, ce sont des gens qui se souciaient de la Corse parce qu'ils étaient corses et surtout de quel pouvait être un chemin économique, comment l'économie et l'épargne, parce qu'il y avait l'idée que l'épargne c'est de la richesse et que comment on pouvait mobiliser cette richesse pour mettre la Corse sur un chemin de développement et d'expansion. Qui n'a pas arrêté de grandir, il y a eu des grands succès, de nombreux succès. Alors qu'il y a eu des succès, effectivement, c'est parti de manière très ascendante comme ça par le bas. Donc l'association, ça a été le premier véhicule juridique qui a permis de lancer la démarche et en fait de faire ce qu'ils savaient très bien faire à l'époque, ce qui était leur pratique, c'est-à-dire des campagnes, aller répandre un message, dire voilà, signez-moi des promesses de souscription, dans 2 ans on va le faire une levée de fonds. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu en 1992 un visa de la COB qui a été obtenu et il y a 900 personnes qui ont acheté 1, 2 ou 3 actions et qui ont mobilisé les 3 premiers millions de francs. Ça c'est Femukui version 1. Alors même en 92, 3 millions de francs c'est quand même petit. Oui. Et en fait il y a eu d'autres augmentations de capital successives. Il y a eu des investissements assez heureux. Alors chance ou talent, peut-être un peu les deux. Je pense que les gens qui faisaient Femukui à l'époque, bien évidemment, c'était pas moi et l'équipe que je représente aujourd'hui, mais ils avaient une approche assez rationnelle des choses et donc ils ont réussi à faire de très beaux investissements. Ça a permis à la structure de se pérenniser, ce qui n'est pas forcément facile en termes d'équilibre économique sur une petite taille. En fait, tout à fait, elle existe toujours. Alors Ventures, en fait, effectivement, l'équipe à laquelle j'appartiens était d'abord salariée de Femukui et puis avec le conseil d'administration, on nous a dit bon, comment vous voyez la suite, comment on peut écrire une nouvelle page de l'histoire de Femukui. Et on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait prendre le risque, entre guillemets, de créer une société de gestion, alors probablement l'une des plus petites, si ce n'est la plus petite de ce pays, en termes d'actifs sous gestion. Mais on s'est dit que c'était un chemin indispensable pour en créer un outil de financement de l'économie. Alors vous parlez d'outils de financement de l'économie, mais je pense que votre rôle et la manière dont vous concevez votre rôle va bien au-delà de ça. Oui, alors déjà, on ne fait pas de l'investissement en capital en Corse juste parce qu'on aime l'investissement en capital. Je pense qu'il y a d'autres espaces pour le faire. Mais on aime la Corse. On aime la Corse, on aime les deux en fait. Voilà, on aime le côté venture, c'est-à-dire mettre du capital et couvrir et s'associer en risque avec des entrepreneurs pour exécuter des projets dans des phases où, à part un investisseur, pas grand monde n'est susceptible de suivre. Et les accompagner aussi dans leur réflexion stratégique, et dans l'affirmation de leurs ambitions. Exactement, c'est-à-dire se positionner comme un authentique associé, alors certes minoritaire, certes qui n'est pas à la manœuvre et qui ne prend pas les décisions, qui n'assume pas tout l'aspect opérationnel, mais qui est quand même présent, qui est là, qui est capable de consacrer de l'écoute et de l'énergie à l'entrepreneur quand il se pose des questions, quand il a besoin de faire des choix, et il en a beaucoup à faire. L'entrepreneur est forcément basé en Corse ? Alors aujourd'hui, oui, on finance des entreprises qui sont installées en Corse. D'ailleurs, aujourd'hui... Quelles activités, par exemple ? Alors, la plupart des activités qui sont représentatives d'une partie de l'économie corse aujourd'hui, c'est-à-dire pas mal d'agroalimentaire, comme on peut le voir avec Gloria Maris, du tourisme aussi, et de plus en plus de logiciels. Des investissements qui vont de quel ticket à quel ticket à peu près ?
On reste ancré sur des petits tickets. Avec les FIP, on essaye de monter. Aujourd'hui, on part de 100 000 euros, c'est-à-dire très petit, et on essaye de se rapprocher du 1 million d'euros par ticket. Voilà. Et est-ce qu'on peut se focaliser justement sur ce cas d'école qu'est Gloria Maris, parce que c'est une société avec de l'innovation, avec un vrai travail sur la qualité du produit alimentaire, avec également un ancrage territorial. 200 collaborateurs, 40 millions d'euros en fait en 2016. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de les accompagner et qu'est-ce qu'en particulier vous faites en sorte de leur apporter? Alors, le cas de Gloria Maris, il est particulier parce que c'est un investissement qu'on qualifiera d'historique, c'est 2002. Et aujourd'hui, on est plutôt proche de la sortie de Gloria Maris. Mais en fait, l'interaction entre Femogu et Gloria Maris est très intéressante. Femogu a été le premier financeur extérieur à intervenir et à accompagner ce cycle dont vous parliez tout à l'heure, qui est un cycle capitalistique, 1,5 million d'investissement pour 1 million de chiffre d'affaires, 3 ans de cycle d'élevage pour arriver à des produits. C'est très capitalistique. Voilà, c'est très capitalistique, c'est risqué, c'est du très long terme. Et donc Femogu a fait ce chemin-là et pendant plusieurs années, pendant plus de 10 ans en fait, a été le principal sponsor avec les banques bien sûr, mais en termes d'investisseurs. Et en fait, dès lors que Gloria Maris a changé de taille, a franchi une étape et s'est mise en logique de conquête, de croissance externe, notamment vous avez parlé du turbo, etc. Ce sont Ils ont racheté, voilà. Ce sont des rachats. Alors il y a une entité en Sardaigne, il y a 3 entités en France que Gloria Maris a consolidées. Mais Femogu n'avait plus la taille pour suivre et donc c'est d'autres fonds qui ont accompagné cette croissance. Et Philippe a été un aiguillon important pour nous puisqu'il a très tôt dit mais vous devez changer de taille. Parce que vous étiez mes interlocuteurs, vous êtes plus que des financeurs. C'est lui qui vous a poussé dans l'aventure. Il a fait partie clairement. C'est la symbiose, quoi, en fait. Oui, il a clairement. Génial, quand ça se passe comme ça, quand l'un et l'autre. Non, mais je dois le dire honnêtement, on le dit volontiers parce que c'est vrai, il a été un aiguillon très fort et il a participé à ancrer cette idée qu'il fallait se projeter. Alors après, il a fallu que nous, on imagine comment, mais clairement, il a été le premier à dire vous êtes plus que des financeurs, vous êtes des associés. Et aujourd'hui, je ne peux pas compter sur vous pour aller, pas uniquement sur vous en tout cas, pour aller de l'avant. Vous évoquez une sortie prochaine. En général, vous restez combien de temps? Vous êtes à peu près comme les fonds classiques ou bien vous avez des méthodes différentes là-dessus? Avec les FIP, on a des fonds qui durent 8 ans et donc on a des interventions qui sont entre 5 et 6 ans. Avec le fonds Femogu, qui est un fonds evergreen, en fait, qui est à durée infinie, on peut rester plus longtemps. Alors souvent, on va tourner, on va faire des cycles. Avec Gloria Maris, c'est plus de 10 ans d'accompagnement, mais avec des réinvestissements intermédiaires. Quelles sont les autres pépites que Femogu Ventures nous réserve? Alors, cette année, on a fait 3 investissements dans lesquels on croit beaucoup, avec nos FIP d'ailleurs. On a fait Happy Bike, qui est une société qui déploie un réseau de vélos assistance électrique, mais qui sont utilisés avec du software, c'est-à-dire que toute l'expérience est digitale, qui a déployé son réseau en Corse, et qui a eu un prix récemment au Salon du Tourisme. On a accompagné aussi Aflocat, qui est une société de formation, et surtout, on croit beaucoup à l'entrepreneur qui est jeune et très dynamique. Aflocat, qu'est-ce que c'est? C'est une société de formation en fait, qui déploie des offres de formation pour les salariés, etc., sur un modèle à la base traditionnel et qui évolue et qui est assez innovant. Et un dernier exemple? Volpi, qui est une société qui est notre pépite, je dirais, on espère que ce soit le prochain Gloria Maris, qui est une société qui collecte des téléphones mobiles au travers d'une application et qui a déjà une emprise nationale, qui a déjà attaqué, qui est déjà sorti de Corse sur son marché, je dirais. Voilà. Vous êtes un exemple assez unique en France d'un fonds à ce point régional, je pense. On est assez convaincus que... il y a 2 aspects. Il y a l'aspect, le capital est central pour l'avenir de ce pays qu'est la Corse, c'est-à-dire que sans capital, il y a peu de choses qui pourront prospérer. La Corse est encore un territoire faiblement développé et le capital a un rôle essentiel à jouer. Et d'un autre côté, un acteur dans ce territoire, c'est très important. Merci beaucoup Yann Carlo Simeoni. Je rappelle que vous êtes associé gérant de Femogu Venture. Tout de suite, le mode d'emploi. BFM Business, l'entreprise BFM. Le mode d'emploi. Et le mode d'emploi, Arnaud, c'est encore un de vos collègues, professeur associé au CELSA, Olivier Dardel, consultant en stratégie financière. Voilà, alors vous êtes un représentant de cet univers, notamment de la banque d'affaires, et l'un de vos domaines d'expertise, c'est la valorisation des sociétés, et notamment au moment des rachats ou des investissements. Donc les multiples explosent en ce moment, mon cher Olivier. Est-ce que vous pourriez nous aider à mieux comprendre pourquoi, et puis éventuellement la manière dont on peut intégrer cela dans la logique d'un investisseur ou d'un entrepreneur? Oui, les multiples explosent et on a 2 récentes études que j'ai amenées avec moi pour le souligner, qui sont sorties cette semaine tous les 2. On a passé pour la première fois dans le non-coté. Je vais m'orienter plutôt sur le non-coté parce que le côté, tout le monde est au courant, les indices boursiers, vous les voyez, je vais dire, en permanence sur les écrans. Mais on a passé pour la première fois depuis 15 ans un multiple moyen pour une transaction non-coté de 10 fois le BE, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation. Donc, grosso modo, c'est un élément qui vous donne approximativement votre cash flow opérationnel moins le working capital. Donc, on a passé la barre des 10 fois.
On était à 9,7, environ 9,5, 9,7 au sommet de 2007. Donc on a dépassé. Et on progresse depuis longtemps ou bien on était un peu sur un plateau? On a redescendu très fortement en 2011 après la crise et puis on est remonté graduellement. Alors la tendance n'est pas une diagonale, mais on a des hauts et des bas. Mais grosso modo, depuis un an et demi, ça pousse. C'est non-stop. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi et est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une bulle? Alors sur le pourquoi, 3 éléments pour alimenter la réflexion. Le premier, c'est que il n'y a pas que des fonds d'investissement qui rachètent des entreprises, il y a aussi des entreprises qui rachètent des entreprises. Et la bourse, aujourd'hui, est très haut. Les valorisations sont très élevées également. Un peu moins que dans nos côtés, parce que dans la bourse, vous n'avez pas une prime de contrôle. Vous achetez un titre qui ne vous donne pas le contrôle. Donc c'est normal qu'il y ait toujours un point de multiple peut-être de décalage. Mais aujourd'hui, une société qui, en moyenne, sur les moyennes entreprises, est valorisée autour de 9,6 fois, 9,5 fois. Si elle pèse 500 millions d'euros et qu'elle rachète 50 millions d'euros quelque chose à 10 fois, ce n'est pas dilutif. C'est relutif. Vous allez avoir la création de valeur. Donc plus les sociétés sont valorisées d'une manière forte en bourse, plus elles auront tendance à valoriser de manière forte les sociétés de nos côtés pour en prendre le contrôle. Ça, c'est le premier élément. Sur les industriels, on peut mettre en deuxième élément le fait qu'elles sont toutes fortes de cash dans leur bilan. Les dividendes n'ont jamais été aussi élevés. C'est une manière de renvoyer du cash aux actionnaires, mais une autre manière, c'est de racheter en créant de la valeur, en arbitrant, en achetant d'autres sociétés. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément... Il nous reste 40 secondes. Il nous reste 40 secondes. C'est que les fonds ont beaucoup d'argent à investir et les cibles sont très rares. Donc ça, on connaît le sujet. Le dernier sujet pour moi, c'est la dette. La dette est peu chère. Et c'est là-dessus que je veux revenir où je voudrais préciser sur est-ce qu'on vit une bulle ou pas. La dette est à 0% aujourd'hui. Enfin, elle est négative, le Euribor est négatif. Si vous le swappez à 3 ans, il est juste à 0. Donc elle ne coûte rien. Mais il y a une chose fondamentale entre 2007 et aujourd'hui, c'est que les taux d'endettement ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'auparavant, vous étiez environ à 40% de la valeur de votre société, 50% maximum en levier. Aujourd'hui, vous êtes en train d'atteindre ces multiples pas, on n'y est pas encore. Donc on a encore de la progression, mais surtout, le point essentiel pour moi, c'est que les multiples aujourd'hui s'inscrivent dans une durée qui est beaucoup plus longue. On paye plus cher, mais pour garder les boîtes plus longtemps. Merci. Donc est-ce qu'on a une bulle? Je ne crois pas. Donc c'était. J'allais vous raccourcir votre conclusion. On ne croit pas à la bulle, en tout cas Olivier Dardel n'y croit pas, professeur associé au CELSA, pas à court terme. C'est la fin de notre émission, restez avec nous sur BFM Business. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition, la 556e. Bon week-end et bonne semaine à tous, ciao. BFM Business, l'entreprise BFM. L'émission qui donne envie d'entreprendre.